Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, c'est la revue de la presse du 28 septembre au 4 octobre qui commence. Nous démarrons cette revue de la presse avec ce bras de fer entre les ministres de la République et les ministres de Dieu. Entre collègues ministres, ils ne parviennent pas toujours à accorder leur violon sur l'affaire de la réouverture des lieux de culte. C'est l'hebdomadaire Matin Équatorial qui nous plonge dans ce feuilleton où les derniers cités ne supportent plus que leurs églises continuent d'être fermées plus de 6 mois après les mesures de restriction prises par les pouvoirs publics et que le gouvernement traîne le pas à rouvrir les lieux de culte alors même que la tendance baissière de la Covid-19 se confirme chaque semaine. Dans la foulée de ce bras de fer, un archevêque a été arrêté puis relâché le dimanche 27 septembre, nous apprenait l'hebdomadaire L'Aube. Il s'agit de Jean-Baptiste Moulaka Lebwanzoka de l'église Betsaïda qui a été libéré 2 heures plus tard sans que personne ne sache ce qui lui a été reproché. Le journal estime qu'il paye sans doute pour son appel à la réouverture des églises. Selon le leader de l'église Betsaïda, la police rôdait déjà autour de son église. Bien que ne l'ayant pas ouverte pour un culte, ses fidèles nettoyaient tranquillement l'église qui est restée fermée depuis plusieurs mois. Les policiers du commissariat de Nzarayong qui sont intervenus sous ordre du colonel ont dit au ministre du culte qu'il devra être entendu sur un procès verbal au commissariat. Du côté du gouvernement, c'est la fermeté et la lassitude qu'on observe, nous rapporte l'hebdomadaire Gabon Matin. C'est au cours d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec son collègue de la Santé que le ministre de l'Intérieur a dit être conscient de sa mission régalienne de protection et de sécurité de tous et de chaque habitant sur son territoire. Il ne se départira pas de cette mission et reste prudent. Lambert Noël Mata a ajouté que les instructions du chef de l'État visent l'assouplissement des mesures de fermeture des lieux de culte auxquels le gouvernement s'y emploie et voudrait s'assurer qu'au regard de la résurgence de la pandémie ailleurs, la tendance baissière des contaminations observées chez nous n'est pas éphémère et trompeuse. Même si le gouvernement a annoncé l'ouverture des frontières et certains commerces, les lieux de culte restent fermés comme nous l'indiquait le quotidien L'Union du 28 septembre. Le journal qui est revenu sur cette conférence de presse muée en point de presse de Noël Lambert Mata et de Guy Patrick Obiandon où le ministre de l'Intérieur a dit sans cligner des yeux qu'il n'y aura pas de réouverture d'église sans l'accord du gouvernement. Fin de citation. Le ministre s'est voulu rassurant en affirmant qu'il n'y a aucun conflit entre le gouvernement et les ordres religieux. Ce jour, le gouvernement est en attente des rapports des comités techniques provinciaux pour se prononcer sur la question de la réouverture des lieux de culte. Toutefois, l'état d'urgence décrété en août dernier prenait fin le 4 octobre dernier et le quotidien L'Union de se demander quelles mesures après le 4 octobre. Si, selon l'Union, d'aucuns estiment que la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie actuelle est l'une des plus efficaces du continent, certaines voix se font déjà entendre pour dénoncer une éventuelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Une situation qui, à les entendre, ne saurait s'expliquer au regard des chiffres publiés, ce qui devrait plaider pour un allègement du couvre-feu. Toutefois, la prudence reste nécessaire. De l'autre côté, l'hebdomadaire Onkou le Messager met en lumière les errements de l'opposition gabonaise, dont les stratégies et les mots d'ordre changent selon les humeurs. Avec comme une de la résistance à la transition. On se perd en conjecture. Des raccourcis qui mènent à des impasses, le journal revient sur ce qu'il appelle un cheminement d'errance qui date de 2014. Une opposition en mal d'inspiration qui va d'échec en échec dans ses stratégies. Ils sont partis depuis 2014 d'une revendication sur la transparence absolue dans l'organisation des élections, ce qui passait par la non-inscription sur les listes électorales. Vint un autre mot d'ordre, la DTE, entendez, Destitution de Transition Élection, ce qui consistait à empêcher Ali Bongo à se porter candidat de nouveau à l'élection présidentielle. Après le scrutin, on est passé à la résistance et aujourd'hui nous sommes à la transition après l'échec de la résistance. Le journal constate curieusement que ce sont ceux-là qui, au nom de la résistance, ont fait de la restitution de la victoire de Jean Ping un point d'honneur sans concession. Refusant de prendre part à toute négociation relative, à toute remise à plat et des institutions et du système électoral sont aujourd'hui devenus des fervents adeptes d'une transition après cette remise à plat des institutions. Face au régime en place, l'opposition gabonaise ferait-elle preuve de trouille ou d'indifférence? Le bi-hebdomadaire Lombanja du 2 octobre s'est justement posé la question selon le journal. Depuis 2009, le régime a réussi à instaurer un climat de terreur tel qu'il est impossible aujourd'hui pour la classe de l'opposition de tenter quoi que ce soit pour indisposer le régime en place. L'opposition étant muselée, qui peut sauver les Gabonais? C'est la grosse interrogation de l'hebdomadaire La Loupe qui évoque les conditions de vie misérables, le chômage endémique, les grèves un peu partout au Gabon. Le journal expose dans ses colonnes les difficultés des blocages dans lesquels le pays est plongé. L'hebdomadaire parle d'un profond malaise qui s'est emparé des Gabonais depuis belle lurette, et tandis que la République fonctionne en accordéon à cause, entre autres,
autre de l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba, tout montre que les filles et fils de cette nation souffrent énormément. Manifestement, c'est comme si le régime avait décidé expressément de torturer les populations. L'hebdomadaire L'Otan a jeté un regard sur l'opération Scorpion et revient sur l'affaire Gambia qui sent le soufre, en titrant un de plus en moins derrière les barreaux. Le journal estime que la sortie de prison de l'ancien ministre du ciel et de la terre, comme il le surnomme, questionne. Finalement, condamné pour un détournement de fonds publics de 4 milliards et a versé 100 millions d'amende, Gambia est désormais libre, un jugement qui laisse pantois le journal, étant donné qu'il était question de 750 millions d'euros, je vous en prie, de fonds détournés. C'est ce que pense également le tri-hebdomadaire Écho du Nord du 28 septembre qui affiche dans sa une « Gambia a mordu Mamba ». Il s'interroge en page 3 de quoi l'accuse-t-il. Pour le tri-hebdomadaire Magloire Gambia et l'arbre qui cache la forêt, cette affaire a comme origine la corruption et la mauvaise gestion des marchés publics. Si le journal pointe du doigt Ali Bongo Ondimba comme responsable pour avoir facilité sans appel d'offres l'acquisition des marchés à l'homme d'affaires Santulo à hauteur de 700 milliards de francs CFA, il invitait par là même ses collaborateurs à violer les lois en passant outre les procédures légales et habituelles d'attribution des marchés. Le journal, qui espère voir la cruche Alianga et ses compères bénéficier de la jurisprudence Gambia, s'interroge sur ce que sont devenus les 700 milliards d'engagement de l'État dans l'affaire Santulo. Il conclut qu'Ali Bongo, détenteur suprême du pouvoir exécutif, et Meksan Akrombesi, passage obligé du visa de conformité, doivent obligatoirement y répondre. Il estime alors dans son éditorial, en page 5, que cette affaire est un coup politique. Il énonce une hypothèse d'école. La libération de Gambia ne consistait qu'à faire un clin d'œil aux populations altogovéennes en rupture ouverte avec le palais présidentiel depuis la mort d'Alexis Ndouna dans les conditions toujours inexpliquées, et les incarcérations en série de Justin Ndounangoy, Brice Lacruche Alianga et quelques autres. Nous terminons par l'hôtel de ville de Libreville, où l'hebdomadaire Exoplus se demande et si le PDG avait finalement confirmé Serge William Akasaga. Le journal y voit Akasaga confirmé par son parti à la tête du conseil municipal. Il s'appuie sur son passage au 3e arrondissement et aussi que selon des observateurs, cet ancien élu CLR aurait établi l'acte de naissance d'Ali Bongo en 2016. Si c'est le cas, alors Akasaga devra s'occuper de la pléthore d'agents à l'hôtel de ville dont parle le quotidien L'Union du 2 octobre dernier. L'explosion de la masse salariale était au centre d'un échange entre le maire intérimaire Akasaga et les chefs des groupes politiques siégeant au conseil municipal de Libreville. On parle en un an, sans justification bien sûr, d'un nombre d'agents qui est passé de 2252 avant Léandre Zué à 3280 post-Léandre Zué. On parle d'à peu près 100 recrutements par mois. La masse salariale est de 83,33% du budget de la mairie, ce qui plombe toute ambition pour la capitale gabonaise. Voilà, c'était pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. Si les kiosques ne sont pas détruits, on se retrouvera la semaine prochaine. Bonne lecture!